Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous nos auditeurs. 9 juillet, midi et quelques minutes, 2 minutes exactement, vous êtes nombreux sur la route, ça y est, c'est un grand départ en week-end, en vacances plutôt, en week-end aussi pour certains d'entre vous, soyez prudents, vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas les seuls, il va faire très chaud, il va falloir que l'on pense aussi à faire attention à soi et à sa voiture, et quant à nous, on va parler auto pour la dernière de la saison, en direct. Exactement, mais la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouvera à partir du 3 septembre. Voilà. Avec peut-être une surprise d'ailleurs. Oh! Et moi, j'ai le droit d'être au courant. De la surprise? Oui. Même moi, je suis pas au courant. Ah, d'accord, ok. C'est une vraie surprise. On va également, tout simplement, dire bonjour à notre ami Bastien, qui est le sourire de ces week-ends, parce que c'est un garçon exceptionnel. Alors, c'est pas parce qu'on aimerait moins compétent, parce que s'il était moins compétent, on pourrait le garder. Alors que là, il risque malheureusement de passer sur les émissions de la semaine. Encore. Non, on ne veut pas. Enfin, en même temps, si c'est son chemin de vie, on est d'accord et heureux pour lui. Allez, au programme de notre On parle auto dernière de la saison, les petites libertés que l'on prend sur la route des vacances. Oui, voilà. Ouais, vous conduisez en tongs, vous rentrez de la plage en vous asseyant sur la ceinture en la mettant pas, vous mettez 5 enfants à l'arrière, c'est juste pour faire 1 kilomètre. Et puis vous avez croisé une charmante jeune fille, un charmant jeune homme, et vous faites des câlins dans la voiture, et jusqu'au moment où un gendarme tape au carreau, vous risquez quoi? Voilà, on va poser toutes ces questions à maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Si vous aussi vous avez des questions, allez-y, comme c'est un peu la dernière émission. On peut faire aussi open bar, open show sur Sud Radio. On va également évoquer la Skoda Karoq. C'est l'essai de la semaine. Les Karoq sont cuites puisqu'il fait chaud, voilà. Donc ce sera l'essai de la semaine. On parlera aussi de Allego qui va booster l'implantation des bornes de recharge ultra rapides en France. C'est pas anodin parce qu'ils viennent de signer avec Carrefour, donc on aura bientôt dans les hypermarchés des bornes de charge ultra rapides. On parlera de la précarité. Oui, exactement, avec un chiffre, 13 millions de Français, à peu près 30% de la population des 18 ans et plus n'ont pas la liberté de choisir la façon dont ils veulent et peuvent se déplacer. On en parlera en détail, ça c'est un très joli sujet. C'est un joli sujet avec Roule qui a décidé d'aider justement ces Français qui n'ont pas le choix dans la mobilité. Et puis les révisions, le quiz des révisions pour la voiture. Exactement. Avant de partir en vacances. Dominique Steffel nous a préparé un petit quiz. Voilà, mais pas que sur les pneus. Pas que sur les pneus. Non, il y a un peu de tout. Et puis on parlera pour finir d'un truc que j'aime bien, une voiture avec une queue de canard, parce que c'est les 50 ans de la Porsche 911 2 litres 7 RS. Alors pour les initiés, c'est la Porsche 911 de légende. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un des modèles les plus collector. Et puis surtout, il y a des petites histoires très rigolotes qu'on vous racontera tout à l'heure qui sont liées à cette voiture. Bref, vous l'avez compris. Bref, vous l'avez compris. 1, nous sommes en forme. 2, nous sommes hyper heureux d'être avec vous. 3, nous sommes Bastien, l'ami Jean-Luc et moi-même à votre disposition pour On parle auto jusqu'à 13h30. 0826 300 300. Le standard est ouvert. Comme c'est la dernière de la saison en direct, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit coucou. Voilà, juste ça, on ouvre les chakras aujourd'hui ou sur le mail je participe @sudradio.fr. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et puis nous sommes aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. On a le bonjour de Adil, de Stéphane et de vous-même que nous attendons. Allez, c'est parti. On va accueillir tout de suite maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour maître. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour maître Rémi. Vous êtes aussi dans les starting blocks des vacances, j'imagine? Début août. Voilà, début août. Début août. Donc vous n'avez pas encore chaussé vos tongs pour prendre la route? Non, pas encore, mais ça va tarder. Est-ce qu'on a le droit de conduire en tongs? C'est la question récurrente chaque année, évidemment, puisque les vacances, le beau temps, la chaleur, tout ça est souvent propice à la décontraction au volant, effectivement, comme vous l'avez rappelé. Alors, sur le principe, conduire pieds nus ou conduire en tongs n'est pas une infraction qui est listée dans le code de la route. Donc, j'ai envie de vous dire, pas de problème, vous pouvez conduire en l'état. La difficulté à laquelle vous allez peut-être être confronté, c'est si un policier un peu chagrin constate que
vous avez commis une infraction qui est en lien avec le fait, par exemple, eh bien que vous étiez mal chaussé. Bon, ça va être, vous avez percuté le véhicule devant parce que vos chaussures ont glissé, vos pieds sont glissants, par exemple. Rémi, il me semble qu'il y avait effectivement une dame qui avait percuté un car de gendarmerie en coinçant sa tongue dans la pédale d'accélérateur. Oui, alors je ne sais plus si c'était une tongue ou des talons hauts, mais enfin, en tout cas, effectivement, dès lors qu'il y a une infraction qui est constatée avec cette circonstance de conduite, oui, l'infraction pourrait être relevée, mais l'infraction seule, je le répète, ne peut pas être relevée en l'état. D'accord, donc je suis pieds nus dans ma voiture parce que il fait chaud. Je peux pas être verbalisé parce que je suis pieds nus. Par contre, on sait que c'est pas pratique, on sait que c'est moins confortable, mais c'est même dangereux. Je pense que c'est même dangereux, effectivement. Bon, alors même chose, je charge les enfants ou les amis pour rentrer de la plage. Wow, il y a que 2 kilomètres à faire. On peut monter à 7 ou 8 dans la voiture, c'est pas grave. Mais jamais de la vie. Alors voilà, merci Laurence de le préciser. Jamais de la vie, pour des raisons évidentes, d'abord de sécurité. C'est sûr. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne peut pas être attaché, évidemment. Il n'y a pas un nombre indéfini et illimité de ceintures dans un véhicule. Alors auparavant, quand je dis auparavant, c'est il y a quelques années, ce n'était pas une infraction, il n'y avait pas de texte, c'était juste un problème de responsabilité au niveau de l'assurance, puisque vous avez un nombre de personnes qui peuvent être assis en fonction de la carte grise et de la catégorie de votre véhicule. Bon, depuis quelques années, c'est une infraction spécifique, c'est 135 € d'amende pour le conducteur, c'est 3 points pour le conducteur également, et c'est 135 € pour chaque passager majeur qui se trouve en infraction dans le véhicule et qui n'est pas, donc par définition, la plupart du temps attaché. Alors attention, c'est même 135 € pour le conducteur si les passagers ne sont pas majeurs, on est d'accord. S'ils sont, alors là c'est effectivement une autre question, pour toutes les personnes non attachées dans le véhicule, qui sont mineurs, c'est autant d'amende à 135 € qu'il y a de mineurs non attachés dans le véhicule. La vache, pardon, ça veut dire que si j'ai 3 enfants, 3 ou 4 enfants sur la banquette arrière pour rentrer de la plage, plus 2 ou 3 adultes, c'est moi le conducteur qui vais payer les 135 € par tête de pipe d'enfant. Exactement. Alors évidemment, les passagers ne perdent pas de points sur leur permis s'ils sont dotés d'un permis. Les majeurs payent leur PV, bien naturellement, parce que le conducteur n'est pas responsable des majeurs qui font n'importe quoi. Mais pour tous les autres, donc les mineurs, effectivement, le conducteur a une obligation de vigilance qui est accrue en la matière. Maître Jossaume, vous qui êtes avocat au barreau de Paris. Pas encore avocat. Président de l'Automobile Club des avocats. Ça m'est arrivé de voir l'été surtout des papas ou des mamans qui ont leur petit sur les genoux au volant. Ou le passager, pareil, qui ont le petit, genre 3-4 ans, qui veut faire vroom vroom, même sur 300 mètres. Ouais, alors 2 choses à vous dire là, Laurence. Effectivement, d'abord, c'est évidemment interdit puisque vous devez être en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui vous incombent. C'est-à-dire, en gros, vous devez pouvoir réagir et faire réagir votre véhicule à tout instant en fonction des conditions de circulation. Donc, vous avez la possibilité là, à ce moment-là, d'être verbalisé pour 35 € d'amende, que ce soit un enfant ou un chien sur les genoux, bien évidemment. Et je pense à autre chose, Laurence. Je pense que c'est aussi important de le dire, parce que l'été, on entend tout le temps ces faits divers d'enfants ou de chiens qui sont laissés dans les véhicules. Sachez que tout passant qui voit cette situation alarmante est en droit de casser la vitre du véhicule pour sauver l'animal ou l'enfant, bien naturellement. Même si c'est un cabriolet. Voilà, et même votre belle-mère, Jean-Luc. Et comme on nous annonce des températures là sur les 10 jours à venir, dont certains 30 à 40 degrés la semaine prochaine, s'il vous plaît, vous qui êtes sur la route des vacances, justement, tiens, ne laissez personne dans la voiture. 30-40 degrés, j'ai trop chaud dans ma voiture, je me déshabille un peu, et puis à force de me déshabiller, je suis en maillot de bain, puis j'enlève mon maillot de bain. J'ai le droit de rouler tout nu dans la voiture? Mais non, mais n'importe quoi. Bah oui, je suis chez moi. On est d'accord que c'est une propriété privée, un véhicule. Non, mais quand même, quoi. Alors, ça colle, hein. Il y a des sièges qui collent. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, alors, au-delà de l'aspect pratique et peut-être même esthétique, Jean-Luc, pardon, je vous dirais la chose suivante. Vous pouvez rouler torse nu en tant qu'homme, il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Une femme, ce n'est pas possible, puisque l'exhibition sexuelle commence à partir de l'exhibition de sa poitrine. Donc ça, c'est une infraction délictuelle. Et alors, d'être totalement dévêtu, là, évidemment, on tombe aussi sur l'exhibition sexuelle, ce qu'on appelait anciennement l'atteinte à la pudeur. Voilà, l'atteinte
attentat à la pudeur. Donc là, effectivement, c'est même jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, avec cette nuance qu'il faut avoir la conscience qu'on puisse vous voir. Bon, a priori, quand vous circulez dans votre véhicule, les vitres sont claires, donc vous êtes visible de l'extérieur. Donc là, vous êtes amené à être verbalisé, bien évidemment. D'accord. Alors, même chose si je fais une rencontre à la plage et qu'on fait un câlin dans la voiture, même s'il y a de la buée sur les vitres, et que je suis arrêté. Si je suis arrêté, ça change quelque chose ? D'abord, il vous arrive pas mal de choses pendant les vacances, Jean-Luc, j'ai remarqué. Oui, j'ai très actif. Moi, je partirai peut-être pas avec vous en vacances. Tout à l'heure. C'est pareil, Jean-Luc, c'est de l'exhibition sexuelle. Voilà. C'est un acte sexuel qui est réel, voire même simulé, figurez-vous, selon la jurisprudence. Je dis pas ça pour vous, hein. Donc oui, c'est une infraction, bien sûr. Ok, vous avez remarqué que moi je suis très sage, quand même. Alors, on va parler alcool au volant, parce que alcool, 0,28 mg, on peut contester ou pas? Parce que 0,28, ça fait pas grand-chose. Le fait est que si on boit un apéro ou deux le soir... Alors, on parle dans le sang ou d'air? Parce qu'il y a une particularité, on comprend pas tous ça. Oui, c'est vrai. On peut réexpliquer, voilà, s'il vous plaît. Oui, alors en fait, si vous voulez, il y a deux manières de calculer l'alcool. Et c'est dans l'air expiré, donc c'est quand vous soufflez dans l'éthylomètre. Donc là, vous allez avoir une mesure en milligrammes par litre d'air expiré. Donc c'est le seuil pour les conducteurs majoritairement donc 0,25 mg. Et puis quand c'est dans le sang, c'est-à-dire une prise de sang. Alors la prise de sang, généralement, c'est pas une bonne nouvelle. C'est soit que vous avez refusé l'éthylomètre, soit vous êtes inconscient, vous êtes gravement blessé. Et donc là, la seule méthode qu'on ait de calculer et de prélever donc votre taux, c'est de faire une prise de sang. Donc là, on est à 0,40 grammes par litre de sang pour être en infraction à la loi pénale. Alors pour revenir à la question, souvenez-vous, auparavant, il n'y avait pas de marge d'erreur sur les éthylomètres, puisque on appliquait ça pour les radars, mais on les appliquait pas pour les éthylomètres. Alors, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, je vais me lancer des fleurs pour une fois, c'est un dossier que j'ai traité, que j'ai plaidé. La Cour de cassation a reviré sa jurisprudence, et maintenant c'est automatiquement appliqué. Bon, donc si vous êtes Jean-Luc à 0,28, vous allez tout simplement vérifier que l'agent a bien pondérer la mesure en faisant application de la marge d'erreur. Et c'est quoi la marge d'erreur ? Alors pour le taux contraventionnel, donc 0,28, c'est 0,032 mg. Donc 28, 27, 26, 25, vous n'êtes plus en infraction. Mais a priori aujourd'hui, toutes les procédures sont menées avec automatiquement l'application de la marge d'erreur. Donc vous êtes beaucoup plus à 0,28. Dernière question, Maître, parce que le temps file. Pour les PV à l'étranger, ça c'est important. Alors on verra peut-être ça à la rentrée, non ? Non, on peut en parler dès maintenant. Il y en a on peut en parler un petit peu pour ceux qui vont partir. Alors, les PV à l'étranger, très concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États de l'Union européenne ont tous un accès aux fichiers des cartes grises de tous les autres États. En gros, si vous allez vous balader au Portugal, le Portugal peut demander l'accès aux fichiers des cartes grises françaises pour tout simplement mettre un nom derrière une carte grise. Et donc vous éditez, vous envoyez le PV chez vous. Et pour les moyens de défense, on verra ça à la rentrée. Et le Brexit, là, parce que on en avait parlé, c'était une très bonne question de Jean-Luc M de Paris sur l'Angleterre et tout ce qui est Brexit. Ils ont mais quand même. Qui va en vacances en Angleterre m'a dit. À part Laurence P de Paris, qui part. Alors on va. Beau, l'Angleterre, oui, non mais c'est vrai. Non, mais qui part en Écosse. Alors pour l'instant, je balance. Pour l'instant, les accords sont suspendus. Il n'y a plus d'accord avec du fait du Brexit. Il n'y a plus d'accord avec les pays du Royaume-Uni. D'accord. Donc ça reviendra pas en France. On voit tout ça à la rentrée, Rémi, avec les bonnes nouvelles quand on arrive et qu'on dans sa boîte on a une quinzaine de PV. Merci beaucoup. Voilà, exactement. Bonnes vacances à vous deux. Bonnes vacances, merci. Merci, Maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats. Dans quelques instants, c'est votre tour. 0826 300 300. J'annonce, j'assume, on ouvre l'antenne à vous tous. Venez nous rejoindre, posez vos questions, faire un coucou. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout vous, Sophia. Ah oui ? Et oui, aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les côtes de porc marinées à la provençale ou à la mexicaine sont à 5,59 € le kilo. Ça fait 2 belles destinations pour vos papilles. 5,59 € les côtes de porc marinées. Aïe, caramba! Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
barquette de 1,5 kg environ, origine France. Pour votre santé, bougez plus. Vous cherchez une batterie pour votre voiture ancienne? Un feu arrière pour votre voiture familiale? Ou des équipements pour votre moto? Sur eBay.fr, quel que soit votre budget, trouvez la bonne pièce au bon prix. Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement. Vous hésitez encore à vous lancer? Alors, nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts et vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr/aircover pour les hôtes. Sud Radio Carcassonne. 104.7. Sud Radio. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Cet été, je donne un coup de neuf à mon extérieur, mais il me faudrait une seule peinture pour tout faire », on vous répond « Pour le bois, le fer, le PVC, l'alu, découvrez notre peinture extérieure Décolab. Le résultat est garanti 7 ans et sans sous-couche. Et jusqu'au 18 juillet, le pot de 2 litres est à 46,90 € au lieu de 54,90 €. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Soit 23,45 € le litre. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Lorraine, qui s'assied sur les siennes. Albert, qui les perd, les trouve et les repère. Yves, qui ne voit rien sans ses progressives. Et Mireille, qui aime le soleil. Cet été, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce voisin qui nous dit « Oh, c'est énorme !» Car les 18 chipolatas supérieurs Origine France sont en ce moment chez Aldi à 6,99 € la barquette de 1 kg, soit 22% de remise immédiate. Oui, c'est énorme, qui vous permettrait d'organiser une grande fête grillade des chipolatas. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Élaboré en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Roule, le club automobile ouvert à tous présente... Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et au 0826 300, vous nous rejoignez évidemment. Vous pouvez aussi participer en envoyant un mail pour les prochaines émissions, celle de la rentrée par exemple. Je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans l'objet de votre mail. Tout de suite, on accueille Philippe qui nous rejoint au 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Alors on vous écoute. Alors voilà, donc je vous ai contacté parce que j'ai une Kia Proceed L6 diesel, 136 chevaux avec une boîte automatique double embrayage 7 vitesses. D'accord. Je fais entre 30 et 35 000 km par an, elle a 2 ans, et donc je suis allé voir mon concessionnaire en début de semaine pour savoir s'il y avait bientôt une vidange de boîte de vitesse à faire. Puisque comme vous arrêtez pas de le dire Jean-Luc, tout ce qui est à mécanique, tout ce qui est à rouage, normalement il y a une lubrification qui est à changer. Eh bien non, pas chez Kia, on m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de vidange à faire, que les huiles étaient très performantes. Oui. Et effectivement sur le carnet d'entretien, enfin sur le manuel d'entretien, liquide boîte de vitesse automatique, essence ou diesel, il n'y a pas de contrôle ni d'entretien, alors que sur la boîte de vitesse manuelle, il y en a. Alors, le mieux, pour vous répondre, voilà. Pour vous répondre, le mieux, parce que je pourrais vous dire ce que je dis d'habitude, c'est qu'une huile, ça s'use, etc., et que tout dispositif qui est lubrifié nécessite à un moment ou à un autre une vidange et le remplacement du lubrifiant. Le mieux, c'est peut-être de prendre l'avis d'un fabricant de lubrifiant. Voilà. Donc, on va prendre Motul, qui est sans doute un des meilleurs, sinon peut-être le meilleur en matière de lubrifiant. On a avec nous Clément. Alors, on dit Vorsanger, comment je le prononce Clément? Bonjour Clément. Bonjour à tous, on peut dire Clément Vorsanger du coup. Vorsanger, d'accord. Vorsanger, très bien. Expert technique chez Motul. Wow. Voilà. Alors Clément, vous avez entendu la question de Philippe qui dit ma boîte, alors c'est une boîte double embrayage. Robotisé, donc on peut considérer que c'est comme une boîte mécanique, parce que là les embrayages sont à sec. Il y a des technologies avec des embrayages, des doubles embrayages qui sont en bain d'huile, c'est encore différent. Il faut faire une vidange plus tôt. Mais même sur une boîte comme ça, donc qu'on peut apparenter à une boîte mécanique, est-ce qu'il faut oui ou non à un moment ou à un autre faire une vidange? Alors il faut complètement faire une vidange. Il faut bien penser qu'en fait tout système mécanique a besoin de fonctionner avec de l'huile pour être lubrifié.
Et cette huile, au bout d'un moment, elle commence à charger en dépôt et charger en particules, donc il y a forcément besoin d'un entretien dessus. On n'a pas forcément de préconisation sur les remplacements d'huile de boîtes automatiques ou de boîtes pilotées à double embrayage, etc. par les constructeurs. Sauf que le fabricant de la boîte, lui, recommande ou préconise un remplacement d'huile en fait à un certain nombre de kilomètres. Il y a le... 80 000. On l'a évoqué ensemble en préparant cette émission, et moi c'est un dossier que je connais depuis des années. BMW qui en Allemagne dit sur les boîtes automatiques faut vidanger à 60 000, et en France disait non c'est lubrifié à vie, et le fabricant de la boîte qui est ZF qui fait des bons en disant attendez c'est pas possible, il faut vraiment faire une oui, pourquoi il dit ça, tiens d'ailleurs je vous pose la question Clément. Alors en fait oui, c'est le fabricant de la boîte qui recommande un remplacement donc en fonction des marques entre 50 et 80 000. Sauf que les constructeurs, n'étant pas forcément équipés de machines, en faisant du coup une simple vidange par gravité, retirent qu'environ la moitié de l'huile. Donc sur une contenance qui fait à peu près 10 litres, ils en retirent que 5. Donc en remettant 5 litres d'huile neuve, ça vient se mélanger avec les 5 litres d'huile sale. Et donc c'est la moitié du travail qui est fait, et l'huile est automatiquement polluée dès la première mise en route du moteur. Ouais, donc c'est comme si on n'avait presque rien fait en fait. Donc alors aujourd'hui, là on parle des boîtes automatiques. Aujourd'hui, vous avez mis au point un système, une machine qui fait la vidange toute seule, qui aspire et qui remet l'huile. C'est ça. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça fait un nettoyage en premier lieu, et puis après oui, ça fait d'abord la partie transmission du carter, puis après on vient remplacer l'huile du convertisseur. Alors, donc c'est 100% d'huile neuve dans la boîte de vitesse à la fin de l'opération. Alors pour être très concret, sur une boîte automatique traditionnelle, avec ce qu'on appelle un convertisseur de coupe, vidange tous les combien? Vous allez me dire ça dépend de l'usage. Alors on va donner deux intervalles. Un intervalle normal et un intervalle sévère. C'est quoi la moyenne de chaque? Donc si on prend ZF par exemple, une des boîtes les plus connues, c'est que tous les 60 à 80 000 km. Si on a une utilisation un peu sévère, on peut avancer cet intervalle à 50 000 km. D'accord. Ensuite, on va prendre l'exemple d'une boîte robotisée double embrayage avec ce qu'on appelle un embrayage humide. Donc là, il y a de l'huile sur l'embrayage. Typiquement, une boîte Volkswagen DSG. Hein. C'est ça, exactement. Donc là, vidange, combien de kilomètres? Ici, on est à 60 000 km sur l'intervalle de remplacement, sachant que le constructeur, pour une fois, préconise ce remplacement d'huile. D'accord. Et là, pour le cas de pour le cas de Philippe, même si le constructeur, en l'occurrence Kia, qui fabrique d'ailleurs ses propres boîtes de vitesse, dit il n'y a pas de nécessité de remplacer l'huile, vous 60 000 km la voiture de Philippe. Voilà. Je recommande pareil, c'est toujours à peu près les mêmes préconisations, c'est entre 50 et 80 000 en fonction de l'utilisation du véhicule. Bon là on y est quoi. D'accord. On y est carrément, surtout si l'utilisateur va faire un trajet plutôt urbain, où il va nécessiter souvent le changement des vitesses. Donc derrière on va avoir une utilisation de l'huile qui va être un petit peu plus sévère. Là, il a 60 000. Il attend encore un peu. Il peut encore attendre un peu. Il peut le faire maintenant. Il peut le faire lui-même. Là, c'est plus simple. Hein. On est d'accord sur ces boîtes-là. Alors oui, c'est une vidange par gravité. Après, il faut le remplir. Il faut monter à température la boîte de vitesse pour que l'huile soit chaude à une certaine température, parce que l'huile n'a pas la même densité pour faire le niveau d'huile. D'accord. Donc c'est un peu plus complexe. Mais je peux poser une question à Philippe. Philippe, vous savez faire ça? Mais écoutez, non, pas du tout. Donc, du coup, je vais aller poser la question. Et je vais où? Parce que il faut quand même, comme c'est une voiture qui a 2 ans, de 2 ans et qui a 7 ans de garantie, je voudrais pas que Kia me retourne le problème. On a un souci sur la boîte, c'est de votre faute, vous l'avez pas fait chez nous, quoi. Et eux veulent pas le faire. Après, on peut se diriger vers les mécaniciens réparateurs agréés, pas forcément les concessions, parce qu'ils ne prendront pas forcément la responsabilité de le faire. Mais les mécaniciens réparateurs agréés ou les mécaniciens classiques, les petits garages, ils pourront la faire avec plaisir. Donc on peut déjà se renseigner avec eux. Elle est plus sous garantie là, Philippe? Si, elle est sous garantie. Il y a 7 ans. Mais qui a dit on remplace pas l'huile? Oui, mais du coup, moi je serais comme Philippe, je serais hyper inquiète. Je suis censée être sous garantie. Si je le fais alors qu'ils me disent de pas le faire, est-ce que la garantie va marcher si j'ai un souci demain? A priori, si c'est bien fait, la seule difficulté là, dans le cas qui nous intéresse, c'est que ce soit mal fait. Donc il faut un professionnel qui connaisse bien ce travail-là. Si c'est bien fait, ça ne peut être que du mieux. C'est pas. Voilà. Ce sera que du mieux. Et l'utilisateur, souvent à la fin, dès la vidange, sent sa boîte qui est plus souple, et sur une boîte automatique, les rapports qui passent avec une fluidité qu'il n'avait pas forcément avant. Bon,
Et puis en plus, excusez-moi, ce qui est quand même complètement absurde, c'est que d'un côté, une boîte mécanique manuelle, ils disent on peut faire une vidange tous les intervalles de 50 ou 60, mais pas sur une boîte automatique. C'est ça qui est complètement absurde. Alors que c'est exactement la même chose. En fait, la boîte de vitesse, elle a toujours un peu inquiété. La boîte de vitesse automatique a toujours un petit peu inquiété les professionnels parce que je reprends l'exemple de BMW qui garantissent une huile à vie, mais pas la boîte de vitesse, juste l'huile. C'est la petite différence. Oh ouais, d'accord. Ils étaient embêtés. Enfin, je prends un exemple, c'est pas forcément concret à 100%, mais ils remplaçaient la moitié de l'huile. Cette huile, en fait, était polluée juste après. Il y avait, tout brassait à l'intérieur de la boîte, donc les dépôts et les particules, et ça pouvait venir boucher une crépine ou une électrovanne qui était dans la boîte. Et derrière, il y avait plus de problèmes à faire une demi-vidange, donc un travail partiel, qu'à ne rien faire. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, on fait plus. D'accord. Oui. Et le temps qu'en fait la boîte commence à poser quelques problèmes ou certains dysfonctionnements, la période de garantie est passée parce que ça arrive au niveau des 200 000 km. C'est ça. Bon, en tout cas, parfait. Philippe, bon merci courage. Clément alors, et puis merci Philippe, et bon courage. Et puis allez chercher arriver à convaincre votre concessionnaire. Soit votre concessionnaire, soit un garagiste agréé. On vous souhaite un bel été d'ailleurs, Philippe. Merci beaucoup. Vous aussi, et puis de bonnes vacances alors. Merci beaucoup. Et merci à Clément Vorzanger qui est expert technique chez Motul. Allez, dans quelques instants après la prochaine pause, ce sera la série L'essai de la semaine by Jean-Luc M de Paris. On va parler de la Skoda et n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre et poser vos questions en direct 0826 300 300 sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on continue évidemment de vous accueillir aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Bonjour à Alphonse, bonjour également. Alors on a une jeune femme qui a posé une question, je vous la réserverai pour 13h, monsieur Jean-Luc. Bonjour à tous ceux qui nous... Isabelle va être contente. Tiens, vous êtes libre tant que vous êtes au volant de la Skoda, mais après ça va s'arrêter. On va retrouver votre essai de la semaine sur la page YouTube de Sud Radio où vous êtes extrêmement nombreux à nous faire confiance, puisque l'émission On parle auto, mon Jean-Luc, rencontre un très joli succès également sur Sud Radio. Pourquoi la Skoda aujourd'hui ? Parce que vous a pas échappé qu'il y avait un événement, ce petit truc à vélo là qui fait le tour du pays, c'est le Tour de France. Et qui est le 3e événement sportif mondial. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pas le klaxon de la Skoda Karoq, mais Skoda partenaire du Tour de France. Donc je me suis dit, ça sera peut-être de bon ton de faire un essai de Skoda cette semaine. Le Karoq, c'est quoi ? SUV familial, pratique. Un gâteau. Qui bénéficie, non, c'est pas un gâteau à la Karoq. Lifting cette année pour affronter la concurrence, des modifications esthétiques, alors un peu minimes quand même. Il y a surtout les feux à LED, il y a les boucliers, la calandre, il y a un spoiler de toit, des jantes redessinées, et tout ça, ça permet d'améliorer de 10% le coefficient de pénétration dans l'air avec un CX de 0,30. C'est tout simplement le meilleur de sa catégorie. Ça ne paraît pas, mais il est aérodynamique. 4,39 m de long, la bestiole. C'est une des meilleures habitabilités dans son segment. Un coffre généreux, 521 litres, alors qui peut en plus varier grâce à un système qui s'appelle VarioFlex. Donc tout le monde comprend VarioFlex, ce que ça veut dire. C'est en option. On a à l'arrière 3 sièges individuels qui sont inclinables, coulissants et amovibles. Et donc ça permet de moduler la taille du coffre de 479 à 588 litres. Donc si vous avez des vélos à mettre dans le coffre par exemple. L'intérieur, c'est classique, mais sérieux, l'équipement est plutôt riche, avec des petites astuces pratiques. Moi j'aime bien par exemple la prise, il y a une prise 230 volts à l'arrière, 150 watts, qui vous permet de brancher tout ce que vous voulez, un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, non, ça suffira pas, 150 watts. Mais vous pouvez brancher un ordinateur pour les enfants, si vous faites de la route derrière. Bon, pour faire face à la hausse des prix des carburants, pas d'hybridation sur les moteurs, hélas, mais un petit moteur essence, 3 cylindres, 1 litre, cycle Miller. C'est quoi le cycle Miller ? À force, les gens vont comprendre. Course de détente plus longue que la course de compression. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous irez voir sur... C'est vrai que là, on a tout compris. Ouais. Turbo à géométrie variable, ce qui est assez rare sur les moteurs essence. Il développe 110 chevaux, 200 Nm de coupe, mais surtout de 2000 à 3500 tours minute. Donc, un moteur qui est assez souple. D'ailleurs, la voiture est très agréable à conduire. Elle est confortable, la direction est légère. Le moteur, il est vif, il a une sonorité plutôt agréable. Surtout, je vous disais, il est très souple. Il reprend à 1000 tours en 6e. Pour un tout petit moteur comme ça, c'est assez étonnant, mais il faut dire que la boîte est bien étagée, le comportement équilibré, bref, on prend du plaisir au volant. Certes, c'est pas un foudre de guerre, on a quand même un petit moteur. Vous imaginez, on a un gros SUV, on a un moteur qui fait 1 litre.
Voilà, on se dit oulala, pourtant ça marche bien. Le seul truc, c'est que si on a des consommations qui sont raisonnables quand on est sur route, moi j'ai réussi à être à 6,5 litres de moyenne, dès qu'on va être en ville ou dès qu'on va être par exemple en montagne à accélérer un petit peu, on sera plus sur le fameux cycle Miller parce que le moteur change de mode de fonctionnement. Il est en cycle Miller sous faible charge. Il revient à ce qu'on appelle le cycle auto normal sous forte charge. Donc là, il va devenir gourmand. On aura des consommations en agglomération qui vont tourner aux alentours de 8 litres. C'est beaucoup pour un véhicule comme ça. C'est là qu'on dit qu'une hybridation aurait quand même été intelligente. Il se rattrape en termes de tarifs, même si les Skoda ont beaucoup augmenté ces derniers temps, malheureusement. La finition business, alors c'est trompeur parce qu'on se dit business, c'est pour les entreprises. Non, c'est la business, ça peut être pour tout le monde, qui est plutôt pas mal équipé et vendu 31 900 €. C'est pas le choix passion dans la catégorie, mais c'est le choix raison par excellence. Ok, donc plutôt... Vous l'avez trouvé plutôt sympa? Ah non, il est bien. Non, c'est surprenent parce qu'on se dit, voilà, avec un tout petit moteur, finalement, on va s'ennuyer et pas du tout. C'est une voiture agréable à conduire aussi. Fort sympathique à conduire. Il y a des petites sensations. Ça déclenche. Ça déclenche pas... La folie de la Porsche dont on parlera dans le Classic Car et on fête les 50 ans. J'allais dire autre chose, mais vous m'avez rattrapé. Oui, au vol. Enfin, au volant. Au vol, volant. Allez, merci beaucoup pour cet essai. Je vous rappelle que l'essai, donc c'est le dernier essai de la saison. On en proposera d'autres, ne vous inquiétez pas, surtout l'ami Jean-Luc à partir du mois de septembre. Vous le retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Vous pouvez également réécouter et revoir toutes les émissions de votre antenne. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons accueillir Mathieu Lanéel, qui est directeur général d'Allego. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Laurence Perrault, bonjour Jean-Luc Moreau. Qu'est-ce qu'Allego? Bonjour Mathieu, oui, expliquez-nous Allego vite fait. Alors moi je suis le responsable techniquement d'Allego pour la France. Donc Allego, c'est un opérateur de bornes de recharge européen, de bornes de recharge publiques. C'est-à-dire qu'on offre de la recharge publique, soit sur la voie publique, soit sur du foncier privé, mais des gens qui offrent de la recharge ouverte à tous. Et donc on offre un panel de recharge qui va de la recharge lente dans les rues pour la recharge pendant la nuit à de la recharge rapide, voire très rapide, notamment quand on fait des pauses sur des grands axes. Voilà, donc on offre l'ensemble du panel. Donc c'est un opérateur d'origine néerlandaise qui a son siège aux Pays-Bas, qui s'est d'abord développé là-bas, pas mal en Allemagne, et puis la France, c'est une zone de développement très fort aujourd'hui, avec notamment le projet Carrefour. Et puis, alors expliquez-nous le projet Carrefour, parce que vous avez décidé d'installer des bornes de charge, on va dire rapides et ultra rapides, avec des temps d'installation. Vous annoncez réduire de 50% les temps d'installation. On sait que ce qui va coincer avec le développement du véhicule électrique, ça va être les bornes justement ultra rapides pour ceux qui voudront se déplacer un petit peu plus loin. Alors, votre solution, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Alors effectivement, quand on installe des bornes ultra rapides, c'est des raccordements avec des puissances très élevées. On est sur 1000, 1500, 2000 kW, donc c'est des travaux importants. Il faut se coordonner avec Enedis, donc ça peut prendre 3-4 mois. Et l'enjeu, quand on est sur un site comme un supermarché par exemple, c'est de limiter l'impact, de réduire le nombre de places de stationnement qui sont inutilisables et les désagréments. Donc là, l'idée qu'on a eue, c'était au lieu d'assembler une par une les bornes et les différents composants sur le site, c'est de faire un préassemblage dans une usine en fait, où on assemble les bornes, les équipements électriques et on livre un plateau complet qui a été vérifié avant, ce qui permet d'améliorer la qualité aussi, c'est qu'on vérifie tout en usine, on livre un plateau complet avec une grue qui prend un plateau sur un plateau d'un camion et qui le pose sur la station qui a été préparée. On fait les raccordements, on fait des vérifications et effectivement on réduit considérablement le temps d'installation, ce qui permet aux commerçants ou aux propriétaires fonciers d'avoir beaucoup moins d'impact et de réduire le temps de... Mais en gros, c'est quoi si on veut avoir une... on passe de 3-4 mois à 2 mois, quoi. D'accord, donc, c'est toujours long, mais ça permet quand même de réduire considérablement l'impact et d'améliorer la qualité, surtout puisqu'on vérifie beaucoup mieux les branchements dans une usine que quand on est sur un site avec des contraintes. Vous nous parliez de Carrefour, vous allez installer combien de bornes pour la chaîne d'hypermarchés ? Alors, les hypermarchés Carrefour, donc ils ont distingué entre les supermarchés et les hypermarchés. Le projet des hypermarchés Carrefour, c'est plus de 210 sites en France, c'est plus de 2000 points de charge. Il y en a aujourd'hui
une quinzaine qui sont déployées ouvertes et il y a un régime d'ouverture qui dépasse la douzaine par mois dans les mois qui viennent. Donc ça va être un projet massif. Ce sont tous les hypermarchés Carrefour de France, potentiellement. On est sur un panel de recharge qui couvre à la fois la recharge très haute puissance dont on a parlé. Jusqu'à quelle puissance? 300 kW? Jusqu'à 300. Alors aujourd'hui, il y a quand même très peu de voitures qui prennent ces puissances-là, mais souvent on met des bornes avec 2 points de charge. Oui, mais la technologie évolue vite et donc on anticipe effectivement, on veut des stations qui soient encore au bout du jour dans 5 ans, donc c'est pour ça qu'on met ces niveaux de puissance là. Et vous en mettez combien? Il y a la haute puissance, il n'y a pas que ça, on met aussi de la puissance plus faible, y compris du 22 kW pour des gens qui viennent pour un usage Zoé par exemple. Voilà, et il y a même en fait de la recharge pour les mobilités douces, c'est-à-dire qu'il y a même de la recharge pour du scooter, pour du vélo électrique, de la trottinette. Donc c'est pas réservé aux gens qui ont une grosse voiture et qui font des grands trajets, c'est aussi pour la mobilité du quotidien. Mathieu Lanéel, vous qui êtes directeur général d'Allego, donc il va installer ces bornes, vous allez en mettre combien par magasin en gros? Alors ça dépend un petit peu du positionnement. On va couvrir tous les magasins parce que c'était ça la demande initiale. Après certains magasins sont à proximité d'un très grand axe, une autoroute. Typiquement quand on traverse Tours et qu'on voit un supermarché Carrefour qui est juste à côté, effectivement ça va être un lieu qui va attirer beaucoup. inciter les gens à sortir pour faire une charge rapide. Exactement. Donc c'est quasiment mieux qu'une station d'autoroute parce que c'est très grand, il y a une multitude de commerces, donc il y a plein d'options, ça peut être agrandi. Après quand on va être sur un site Carrefour, dans une ville plus petite, à Mont-de-Marsan, à Saint-Jean-de-Luz, le potentiel est un peu différent. C'est plus un usage local où potentiellement la borne haute puissance qui arrive va peut-être générer une adoption des véhicules électriques dans la zone, parce que les gens vont dire il y a une solution fiable, je peux pas avoir de borne chez moi, donc ça peut générer une adoption progressivement, mais c'est pas tout à fait la même zone. Donc il y a des stations qui vont être d'emblée assez musclées avec plusieurs bornes 300 kW, et puis d'autres qui seront un peu plus petites, qui permettront de démarrer, et peut-être qu'il faudra les agrandir plus tard parce qu'il y aura une adoption, peut-être qu'il y aura des flux touristiques. On ne sait pas encore exactement comment les gens vont utiliser ces produits, parce que c'est quand même très récent. Les voitures changent énormément. Ça évolue vite, effectivement. Mais la vraie question, c'est, je sais que c'est pas de votre ressort, mais ça sera facturé comment, combien? C'est gratuit pour les clients de Carrefour? Comment ça sera? Alors il y a un tarif qui est public, donc on peut le communiquer. Non, mais tout ça n'est pas gratuit, effectivement. Donc aujourd'hui, on est sur une tarification qui est de l'ordre de 30 centimes d'euros du kilowattheure sur les bornes courantes alternatives. Ah oui, c'est compétitif. C'est compétitif. C'est quoi la moyenne, Jean-Luc? On est plutôt au double aujourd'hui, sauf abonnement spécifique qui permet de redescendre jusqu'à 29 centimes du kilowattheure. On va parler vrai, excusez-moi de vous embêter, Clément Varsgarion, vous qui êtes expert. Non, pardon, on est avec Mathieu Lanéel, mais là c'est des prix d'appel au départ, mais on sait très bien que ça va augmenter après, soyons honnêtes. On parle vrai sur Sud Radio. Le prix que je vous ai donné, c'est pour les bornes lentes, c'est les bornes 22, les bornes 75, on est plutôt vers 50 centimes. Et effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, sur les bornes très haute puissance, 150-300, on est dans la région des 64-65 centimes d'euros du kilowattheure. Donc effectivement, la très haute puissance coûte plus cher que la puissance plus faible, ça c'est sûr. Alors les facteurs d'évolution du prix, il y en a plusieurs. Il y a le fait que il y a beaucoup de coûts fixes puisqu'on achète du matériel, on construit. Donc plus il y a de trafic, plus finalement on va étaler ce coût sur plus de recharge. Donc ça va plutôt à la baisse. Par contre, il y a un prix de l'énergie. Vous avez vu les marchés de l'énergie, l'électricité augmente beaucoup, donc ça pousse aussi un peu à la hausse. Donc il y a deux effets, il y a un effet trafic et puis il y a un effet prix de l'électricité qu'il faut maîtriser. Alors ça, chez Allego, on connaît bien, on a une compétence sur les marchés de l'électricité et notre enjeu, c'est bien de maîtriser ces prix d'électricité dans la durée pour donner confiance aux clients. Si les prix varient tous les jours, si c'est vraiment erratique, ça va faire peur. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des prix une stabilité dans le temps. Voilà, c'est à la stabilité qui compte, je pense. Merci Mathieu Lanéel, donc directeur général d'Allego. On reparlera, je pense, d'Allego à partir du moment où les premières bornes seront installées. J'ai un Carrefour près de chez moi. Je vous dirai comment ça marche. Merci beaucoup. Il y en a une quinzaine déjà. Très bien, merci beaucoup Mathieu Lanéel, directeur général d'Allego, qui était avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va parler de cette précarité mobilité avec une réalité qui est vraiment inquiétante. Nombre de nos concitoyens, et beaucoup plus qu'on ne pense, n'ont pas la liberté de choisir la façon dont ils peuvent se déplacer au quotidien, avec des conséquences sur leur vie sociale, leur vie professionnelle. On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et tout de suite, pour parler de cette mobilité, cette précarité de mobilité, on accueille l'ami Jean-Luc, Sophie Chouette, qui est directrice de Roule, marque et communication chez Roule, qui est un de nos partenaires d'ailleurs. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon Sophie, le constat, c'est vrai qu'il passe un peu sous les radars, comme vous l'indiquez. 13 millions de Français n'ont pas un accès réel à la mobilité de leur choix, surtout. C'est ça. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez vous avez fait un petit film qui est assez rigolo où, pour aller au cinéma, vous avez demandé en caméra cachée à des gens leur carte grise. Sous-entendu, il faut un véhicule pour faire tous les gestes du quotidien presque. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Ouais. C'est clair. En fait, ces 13 millions de Français, c'est une étude c'est un baromètre en fait qui a été fait, alors pas par nous, même si on en fait assez régulièrement, mais par WeMove et la Fondation de la Nature et de l'Homme. Et ça nous a vraiment, alors même si on en avait confiance, là les chiffres tombent un peu. Et effectivement, il y a 13 millions de Français qui ne peuvent pas choisir la liberté qui n'ont pas la liberté de choisir la façon dont ils peuvent se déplacer. Et du coup, ça se traduit par c'est compliqué d'aller travailler, ça peut être compliqué d'aller chez le médecin ou de sortir. Et on s'est dit, nous, en tant que club automobile, on veut aussi un peu porte-voix des automobilistes, donc mettre sous les radars justement ce qui se passe et la réalité pour énormément de Français. On s'est dit, mais pourquoi pas interpeller et sensibiliser le grand public avec des codes qui sont finalement pas si vieux que ça, parce qu'on a tous été contraints il y a quelques mois par un pass sanitaire. On s'est dit mais pourquoi pas aller choquer ou piéger des personnes en leur refusant l'accès finalement s'ils n'ont pas de carte grise. On est parti un peu sur cette idée-là. C'est juste un moyen un peu, grand public pour pouvoir mettre en exergue cette vraie problématique qui touche énormément de personnes. On peut le voir où ce film? Parce qu'il est assez rigolo. Vous avez une dame qui arrive chez le dentiste et l'assistante du dentiste lui dit vous avez votre carte grise, vous avez votre carte vitale, votre carte grise. Alors elle dit mais pourquoi une carte grise? Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Donc, on en parlait justement de dentiste juste avant avec Laurent. On peut le voir où parce que alors vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube de Roule, Roule R2OLE sur YouTube. Vous allez le retrouver sur notre page Instagram également. On a eu quelques petits clins d'œil d'influenceurs sur Instagram comme Pierre Cross. Enfin voilà, on a fait un peu une campagne pour le faire voir, mais l'idée c'était pas non plus de le médiatiser à outrance. On voudrait que ça prenne un petit peu et nous on en parle autour de nous aussi également. Et puis je suis contente d'en parler avec vous ce matin également. L'idée finale, c'est de dire finalement la voiture est indispensable dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Alors, oui, alors on est tout à fait conscient, la transition écologique est plus que nécessaire. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas des gens laissés pour compte et laissés de côté. Voilà. Sophie, là, par rapport, excusez-moi, au soi-disant projet du gouvernement d'avoir une location pour une voiture électrique à 100 €, à moins de 100 € par mois, est-ce qu'il y a une partie de la population qui va quand même, quoi qu'il en soit, pas pouvoir y accéder? Parce que là, on est sur de la voiture propre, soi-disant. Alors oui, alors la voiture propre, on en est tous bien conscients. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même le coût qui est très rédhibitoire. Après, une voiture électrique, même au moindre coût, il faut qu'on se rende compte de la disparité de notre territoire. Et c'est-à-dire que lorsque on habite à la montagne, totalement, dans des endroits un peu, je parle de la montagne comme ça pourrait être la campagne, mais il y a des endroits non urbains où même aujourd'hui recharger un véhicule, c'est quasiment impossible. Mais en fait, l'ami Jean-Luc, la problématique, c'est que c'est bien de faire factuellement un état des lieux, mais qu'est-ce qu'on propose derrière en fait? Quels sont les moyens pour que ces gens, toutes ces personnes puissent y avoir accès? Je vais prendre un exemple concret, moi. On veut interdire la voiture dans Paris, parce que la finalité, c'est ça. Moi, je dis OK, mais qu'on propose des solutions alternatives pour ceux qui arrivent de plus loin. Celui qui vient de grande banlieue, il n'a pas forcément un train à proximité, donc il y a une partie du trajet qu'il pourrait faire en voiture, laisser sa voiture et prendre les transports en commun. Il n'y a pas de parking, ou s'il y en a, c'est à des tarifs dispendieux. Donc il n'y a jamais d'alternative proposée. Excusez-moi, vous parlez de la région parisienne, mais pensons aussi à tous ceux qui habitent dans nos jolies régions. C'est encore pire. Oui, c'est encore pire parce que là, il n'y a pas de transport du tout. Il n'y a pas de transport du tout. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de transport. Donc en fait, c'est trouver effectivement. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est sensibiliser un peu les pouvoirs publics et on va travailler pour proposer des solutions. On y réfléchit, bien évidemment. C'est pas juste de se dire, OK, il y a un problème. L'idée, c'est d'apporter demain
peut-être quelques pistes, des solutions. Une personne, on parle même des personnes aujourd'hui qui sont en proche banlieue de Paris ont besoin de leur voiture, encore malheureusement. Mais effectivement, c'est encore pire dans nos régions où on n'a pas le choix en fait. Si on avait tous la chance de vivre en ville avec une plein de solutions de mobilité, ça serait juste formidable. C'est pas le cas, et heureusement quelque part. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc effectivement, il fallait déjà alerter. C'est ce que vous avez fait avec Roule, Sophie, et bravo. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu sur Sud Radio pour parler vrai. Vous le savez, dans On parle auto. Allez voir ce film, c'est rigolo là. Ouais, le film tourne. Donc vous allez sur la page YouTube de Roule, R-O-O-L-E. Sophie Chouette, directrice marque et communication, qui permet sur Sud Radio et dans On parle auto de pointer du doigt cette réalité qui coûte à beaucoup et cette fracture sociale. Comme ça. On en reparlera de toute façon, évidemment, vous êtes plus que les bienvenus dans On parle auto. Allez, tout de suite, c'est un autre habitué d'On parle auto que nous accueillons. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu, pour le quiz des révisions des fondamentaux. Oui, exactement. On s'est dit, tiens, on va faire quelque chose d'un peu ludique avant de partir en vacances, vu que c'est la dernière avant les vacances. Donc, Dominique nous a préparé un petit quiz. Maître Dominique, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors il va faire chaud déjà pour commencer. Il va faire chaud, l'été sera chaud. Eh oui, il fait chaud déjà. Alors, le quiz. Alors, est-ce que quand il fait chaud, est-ce qu'il faut dégonfler ses pneus, ne rien faire, ou surgonfler ses pneus? Déjà, il faut vérifier la pression. Première réponse, vérifions la pression de nos pneus. C'est une excellente réponse, Laurence. Et il faut en profiter pour légèrement surgonfler. Voilà, de légèrement surgonfler. Parce que les pneus craignent deux situations, le sous-gonflage et la surcharge, et bien sûr la conjugaison des deux qui font supporter à la carcasse du pneu des flexions exagérées. Donc pour limiter ces flexions, il faut surgonfler. Et on peut vraiment éclater un pneu avec la surcharge et le sous-gonflage, on est d'accord. Alors la surcharge, le sous-gonflage, la chaleur et la vitesse, puisque sur autoroute, on roule quand même plus vite que sur route. Et on peut rappeler que 10% des accidents mortels sur autoroute sont liés à un défaut d'entretien des pneumatiques. Donc, ça fait peur. Et puis au moment où on paye très cher les carburants, un pneu sous-gonflé, ça consomme plus. Voilà, ça c'est la dame du porte-monnaie qui vous le dit. Hop là. Absolument, je vois que Laurence a bien acquis ses fondamentaux. Voilà, on l'a révisé toute l'année. Non, puis j'écoute On parle auto tous les samedis. Bon. En plus, il faut regarder ses pneus avant le départ. Et j'écoute Dominique Stemfel. Alors, autre question. Autre question, on conseille de faire un contrôle visuel des pneumatiques avant le départ pour savoir s'ils sont en bon état. Alors, est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut faire appel à un professionnel? On peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même, sauf si on a subi un choc violent, un passage sur un nid de poule, un coup de trottoir, un objet tombé sur la chaussée, où là, il faut quand même faire appel à un professionnel qui va vérifier l'intérieur du pneu, donc la partie où on n'a pas accès, et éventuellement on va démonter le pneu pour voir s'il n'y a pas d'avarie grave, qui peut conduire à un éclatement, là encore, à haute vitesse et par forte chaleur. Très bien. Bon. Autre question. Next. Alors, on en a parlé il y a quelques semaines. Il pleut de moins en moins. Est-ce qu'on peut rouler avec des pneus très usés en été? Oui. Oui. Mais non. Merci Bastien. Quoi qu'il en soit, non. J'ai fait exprès. Mais vous allez, je rentrez sors. dans votre chambre. Sortez. Alors, on peut se poser la question, puisqu'en compétition, quand il fait sec, on roule avec des pneus qui sont complètement lisses, qui permettent d'optimiser la tenue de route et les performances. Sauf qu'en compétition, s'il y a un orage subi, on s'arrête pour changer ses pneus et monter des pneus pluie, ce qu'on ne peut pas faire sur la route des vacances. Et puis Dominique Stemfel, excusez-moi, mais on n'est pas tous des compétiteurs, on n'est pas tous des pilotes aguerris, on n'a pas tous une équipe, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive sur la voiture pour nous dépanner. Donc ne prenons aucun risque, ça serait peut-être un peu dommage, non ? Absolument, il faut anticiper et puis veiller à ce que les pneumatiques soient en bon état, qu'il y ait une profondeur de creux suffisante pour pouvoir aider à l'évacuation de l'eau en cas d'orage important, en cas d'orage violent. Allez, dernière question. Alors ça, c'est important. Je dois changer mes pneus avant de partir en vacances. Ça arrive assez fréquemment. Et qu'est-ce que je peux monter? Des pneus été, des pneus toute saison ou des pneus hiver.
Alors moi j'ai une réponse, je dirais ça dépend. Alors, bon, les pneus hiver, on va peut-être oublier. Les pneus hiver, on va les laisser de côté pour l'été. Ouais. Je vois que tous les deux, vous avez bien acquis vos fondamentaux. Ouais. Si j'habite en Bretagne, je vais monter des pneus été, puisque l'hiver, il y a peu de chances que j'ai de la neige sur la route. Oui. Hein, si j'habite en revanche dans une région où l'hiver, je peux être obligé d'avoir des équipements adaptés, obligatoirement d'ailleurs, je monterai des pneus 4 saisons. Oui, alors le breton que vous pouvez être peut s'équiper de pneus 4 saisons si il a l'intention de se déplacer vers une zone ou sur une zone où les pneus hiver, les équipements hiver seront obligatoires. Bon, messieurs, mais un breton, il va pas ailleurs qu'en Bretagne. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, il me faut une réponse pour la majorité des gens. Parce qu'il me reste 10 secondes, Dominique Stemfel. Alors, pour la majorité des gens, si vous vous déplacez sur une zone où les pneus et les équipements hiver sont obligatoires, privilégier l'équipement pneumatique 4 saisons. Eh ben voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup. On vous souhaite un bel été. Alors moi, j'aimerais dire un mot quand même, puisque c'est la dernière émission, en vous remerciant, Laurence et Jean-Luc, de donner la parole aux professionnels du pneu. Le pneu, c'est un produit qui est méconnu, essentiel pour la sécurité, on vient de le voir. Alors, si nos conseils sont entendus, c'est un pneu, c'est un produit qui est, le pneu est mal aimé, surtout l'été sur les plages d'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs, vous avez fait votre body summer, l'ami Jean-Luc. Allez Dominique, on vous laisse parce qu'on va être en retard sur l'information. On vous souhaite on vous retrouve à la rentrée, on l'espère. Oui. Ah oui. Et on espère avoir sauvé quelques vies avec nos conseils. Eh ben super. Voilà. Bon été Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu. Allez, à suivre le retour de l'info. Je pense qu'on aura une petite minute de retard, pardon. Et puis on parlera des 50 ans de la Porsche 911 Carrera RS 2.7. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Vous le savez, nous allons dans quelques minutes fêter les 50 ans d'un mythe, la Porsche 911 Carrera RS 2.7. Mais avant cela, eh bien, grâce à Roland qui nous rejoint au 0826 300 300, nous allons parler de ces fameux ZFE avec une mise en norme en septembre 2022. Salut Roland. Oui, bonjour à tous. Bonjour Roland. Merci d'être avec nous. Roland, alors vous nous avez appelé au 0826 300 300 parce que vous habitez à Toulouse où l'on écoute Sud Radio sur le 101.8 et vous vous posez des questions pour la rentrée. Voilà, ma question est la suivante. J'habite donc Toulouse où j'ai un garage donc qui se retrouvera demain dans la ZFE. Mon problème, si vous voulez, c'est pas de pouvoir circuler en permanence sur Toulouse, c'est tout simplement de pouvoir sortir mon véhicule de Toulouse pour pouvoir circuler en France aux normes, je dirais, presque de mon droit constitutionnel comme tout le monde, si vous voulez, de pouvoir, si demain j'ai envie d'aller à 30 km hors de la ZFE, comment je fais pour sortir de mon garage? Alors ça c'est une bonne question et je vais rajouter le témoignage, mon ami Jean-Luc, si tu veux bien, de ma petite sœur qui habite dans la banlieue rouennaise et qui a 2 véhicules, une Ford et une Yaris qui ont une dizaine d'années, elles sont en diesel, donc on va être en critère 4 et elle me dit, on ne sait pas si on doit changer de voiture en septembre, on n'a pas les moyens, que fait-on? Alors, que fait-on? On ne fait rien. Voilà, ça c'est la grande nouvelle du jour. Vous avez le Conseil de Paris, cette semaine, a encore décalé de 6 mois l'entrée en vigueur de la nouvelle restriction. Normalement, alors initialement, au 1er juillet 2022, c'est-à-dire hier, tous les véhicules critères 3 et plus auraient dû être interdits de circuler dans le périmètre de la A86. Du lundi, pas juste ça c'est pour l'Île-de-France. Ouais, voilà. C'est du lundi au vendredi de 8h à 20h. Voilà. Donc normalement il y avait cette interdiction-là. Alors qu'est-ce que c'est que les véhicules critères 3? C'est les modèles essence qui sont antérieurs à janvier 2006 et les modèles diesel qui sont antérieurs à janvier 2011, qui représentent quand même beaucoup de véhicules. Ça a été repoussé de 6 mois. Tout d'abord, donc on a dit ça sera finalement janvier 2023, et là cette semaine ça vient encore d'être repoussé de 6 mois, ça sera donc juillet 2023, en sachant quand même que au 1er janvier 2024, c'est les critères 2 qui étaient censés être interdits. Donc autant dire, alors tous les diesels,
plus aucun diesel n'aurait eu le droit de rentrer dans le périmètre de la 86. Ou de la ZFE de Marseille, de Rouen ou de Toulouse. Exactement. Paris est un petit peu en avance. C'est pour ça que je prends l'exemple de Paris. Parce qu'ils avaient choisi de mettre en place la ZFE un peu avant tout le monde. On se rend compte de quoi? Qu'au fur et à mesure, quand l'échéance arrive, on se dit, c'est pas possible. On ne peut pas interdire. Je prends l'exemple ultime. Critère 2, 70% des véhicules. Vous imaginez pas que du jour au lendemain, on dise 70% des voitures n'ont plus le droit de rentrer dans ce périmètre-là. D'abord, à faire respecter impossible, parce que pour l'instant, il n'y a pas de système de vidéo-verbalisation automatique. Et si jamais il y a un système qui se met à fonctionner, ce que je dis à chaque fois, le gars qui va passer 3-4 fois devant une caméra, qui aura 3-4 PV par jour, multiplié par 70% des gens qui utilisent des voitures, ça va être la révolution. Mais la vraie révolution, là, c'est pas les gilets jaunes, ça va être pire que ça. Là, les gens vont... On sera tous en gilet. Il y aura de nouveau une guillotine. Donc en fait, pour répondre à Roland... Pour répondre à Roland, c'est vrai que c'est inquiétant ces échéances. Malheureusement, on est quand même dirigé par des technocrates qui n'ont pas réfléchi avant de nous pondre ces conneries. Et je pèse mes mots quand je dis conneries. Il aurait fallu se pencher sur la pollution réelle des voitures et trouver une solution qui améliore la pollution. On a déjà parlé, la pollution c'est 40 jours par an à peu près de problème, et c'est d'interdire les véhicules les plus polluants pendant ces 40 jours et de ne pas emmerder tout le monde tout le reste de l'année. Voilà. Donc, de toute façon, Roland, quand l'échéance va arriver, Roland, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent rien faire. De toute façon, ils ne peuvent rien vérifier pour le moment, donc pas d'inquiétude dans l'immédiat. Ce qui va se passer, c'est mon avis, mais on en rediscutera certainement, c'est que la situation va pourrir gentiment et qu'ils se rendront compte que le parc se renouvelle, mais moins vite que prévu en fait. Pourquoi il se renouvelle moins vite que prévu? Parce que les gens ont moins de moyens. Donc ils remplacent les gens ont moins de moyens, il y a plus de temps pour avoir les voitures neuves. Exactement. Donc on est presque à un an d'attente maintenant. Exactement. Donc, même si vous voulez changer, vous dites, voilà, j'ai un vieux diesel, j'ai les moyens, je suis vertueux, je vais m'acheter une voiture électrique, vous allez chez le concessionnaire, il est probable qu'on vous annonce... Si vous allez chez Tesla, il est probable qu'on vous annonce que la livraison, ça sera mi-2023. Après, il y a peut-être les rétrofits qui existent. Oui, non, le rétrofit, ça va, pour l'instant, c'est infinitésimal. Mais si vous voulez commander une voiture neuve, il est possible qu'on vous annonce que vous l'aurez dans un an. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant un an? Vous êtes à pied, vous circulez pas, vous allez plus travailler, vous vivez plus. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. On se rend bien compte que la façon dont ça a été pensé, c'est une connerie. Je le redis, connerie. Voilà. Non mais il y a Aouche qui nous dit, Adil qui nous dit, il m'est impossible de sortir et rentrer ou sortir de chez moi, comment faire? Voilà. Lyon, c'est le même problème pour les critères 4 qui sont interdits à peu près en septembre 2026. Bon, on va d'ici ça. Critère 5 en septembre 2022, tout ça on oublie. C'est-à-dire que l'ami Jean-Luc Moreau sur... Moi je vous dis, à chaque fois qu'on va être au pied du mur, on va dire, c'est pas possible, ils vont reculer. Ok, donc pour l'instant, Roland, merci de votre question. Pas d'inquiétude, on continue gentiment comme ça. Voilà. Et puis, vous verrez que ce que je vous annonce, ça va se produire. Roland de Toulouse, vous êtes rassuré? Voilà, écoutez, je vous remercie de votre réponse et j'espère qu'effectivement ça se passera comme vous le pensez. De toute façon, pour septembre, c'est déjà, il va pas y avoir. Pour septembre, c'est cramé. Vous avez vu déjà. C'est cramé complètement. Il n'y a pas de vidéo-verbalisation, il n'y a pas assez de gendarmes. Mais la police ne va pas se mettre à arrêter les voitures qui n'ont pas les bonnes vignettes, c'est pas possible. Donc normalement, voilà. Mais de toute façon, merci. Et puis Roland, bon été. Et puis de toute façon, l'auto revient à partir du 3 septembre en direct, donc on en reparlera. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Je pense même que le 3 septembre, on va faire un sujet. Donc, non, mais surtout, en tout cas, merci pour la qualité de votre émission. Merci Roland. Merci Roland. On aime bien, ça fait du bien juste avant de partir en vacances. On vous embrasse très fort et prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Voilà, merci, bonnes vacances. Et soyez prudents. Voilà, et ma petite sœur Carole qui nous remercie aussi parce qu'elle écoutait la radio, de nous dire c'est good, on garde notre diesel, on va pas tout de suite. De toute façon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Plein de gens n'ont plus les moyens d'acheter des voitures neuves. Donc aussi. Vous allez me dire, il n'y a pas que ça qui existe. Bon, tiens, en parlant de voitures qui ne sont pas neuves mais qui ont 50 ans et qui sont des légendes, on en parle maintenant. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente
Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va parler avec vous, l'ami Jean-Luc, parce que vous êtes un passionné de la Porsche, juste vous. Oui, la Porsche. Alors 50 ans, 911 Carrera RS 2,7 litres. En fait, alors pourquoi est-ce que c'est devenu une légende cette voiture? Parce que c'est une voiture qui était en avance sur son temps. Attends, je voudrais demander à notre ami Bastien, excusez-moi, Jean-Luc Moreau de Paris, est-ce qu'il peut nous mettre, peut-être essayer de trouver la photo pour la mettre sur la page Facebook de Sud Radio? Ouais, il peut faire ça. Il peut faire ça, il est très fort. Carrera RS 2,7 litres. Attention, hein, on la reconnaît parce qu'elle a une queue de canard derrière. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire de la queue de canard, c'est assez rigolo. Alors, comment est née cette voiture? Bon, la Porsche 911, tout le monde connaît, sauf à avoir vécu sur une autre planète pendant 50 ans. Tout le monde connaît la 911, elle est sortie en 1963. Et ce qui s'est passé à la fin des années 60, c'est que les propriétaires de Porsche 911 se faisaient doubler sur les circuits par des gens qui avaient des Ford Capri, qui avaient des BMW 1602, donc ils se sont dit attendez, ça va pas, parce que la 911, de par sa forme, avait un problème aérodynamique, c'est que elle est un peu comme une forme d'aile d'avion et ça provoque de la déportance. Donc en fait la voiture se soulève quand elle est à grande vitesse. Ah, carrément. Voilà. Et dans les virages, elle manquait un peu d'appui, donc les voitures concurrentes allaient plus vite. Donc Porsche s'est rendu compte de ça. Ils se sont dit oulala, si on veut faire un modèle pour nos clients qui font de la piste avec, il faudra quelque chose de plus efficace aérodynamiquement. Donc on va étudier. Alors d'abord, on va augmenter la cylindrée du moteur. Donc le moteur est passé de 2,4 litres à 2,7 litres. On est passé à 210 chevaux, ce qui pour l'époque était quand même bien. Et on a demandé à des ingénieurs aérodynamiciens de travailler pour que cette fameuse 911 colle enfin à la route. Alors ils ont fait quelque chose qu'on voit sur l'image, ils ont fait un bouclier avant qui permet de ne plus délester l'avant de la voiture, et ils ont surtout fait ce qu'on appelle la queue de canard, cet aileron qui est à l'arrière de la voiture. Alors c'est rigolo parce que ça a été travaillé, alors il y avait un cahier des charges, Porsche, alors on a tendance à croire que Porsche a beaucoup d'argent. À l'époque, ils n'en avaient pas beaucoup. Et ils ont dit aux ingénieurs qui ont travaillé dessus, vous débrouillez, mais il faut que le truc, ça monte sans rien modifier à la carrosserie. En gros, faut qu'on rajoute l'appendice en le boulonnant. C'était un peu ça dans l'idée. En fait, ils ont changé quand même le coffre à l'arrière, mais ça peut se rajouter sur un véhicule presque déjà existant. Donc, ils ont commencé à travailler en soufflerie, ils ont fait des essais en soufflerie, et puis ils sont allés sur piste. Et ils ont testé, alors ils avaient trouvé cette forme de queue de canard là, et ils ont testé différentes hauteurs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont demandé à un photographe de faire des photos. Et quand la voiture passait, ils comparaient la hauteur de la voiture, donc l'appui aérodynamique qui était procuré par l'aileron, et ils ont fait leur choix comme ça. C'est-à-dire en fait ils ont augmenté la taille de l'aileron, et il y avait des progrès, puis à un moment ils ont augmenté trop. Ça régressait, ils ont dit hop, on revient en arrière. Donc c'était vraiment du bon sens. En fait. Ils ont fait ça technique, quoi. Ouais, c'était empirique. Et c'est devenu parce que c'est la seule 911 qui a eu cet appendice, et c'est devenu réellement l'emblème de la voiture. Alors cette voiture, quand même, préciser que pourquoi aujourd'hui elle a une telle aura, parce que c'était une voiture de course qui était faite pour la route, ou inversement, une voiture de route qui était faite pour la course. On pouvait très bien aller sur un circuit et puis y aller avec sa voiture et puis revenir par la route et gagner la course entre les deux. Donc la légende de Porsche en fait était déjà née avec des véhicules comme la 917 qui avait gagné les 24 heures du Mans, et s'est perpétuée avec cette 911 2,7 litres RS. Alors quand même, quand je vous dis légende, comme toutes les légendes, ça a un prix. Les prix sont un petit peu calmés parce que c'est des véhicules qui ont quand même atteint jusqu'à 700 000 euros. Pardon? Ouais, jusqu'à 700 000 euros. Ah oui, on ne vit pas sur les mêmes planètes. Ouais, il y a eu 1590 exemplaires produits, donc c'est pas un véhicule extrêmement rare, il y en a eu quand même pas mal. Aujourd'hui, un véhicule dans de bonnes conditions, ça coûte aux alentours de 440 000 euros, 650 000 euros pour une version allégée qui a été produite à très peu d'exemplaires. Et puis si vous avez vraiment un modèle qui est en état exceptionnel, on appelle ça état concours, ça peut monter jusqu'à 900 000 euros. C'est une des 911 les plus chères, en tout cas des 911 classiques les plus chères. Elle fête cette année ses 75 ans. Joyeux anniversaire. Et voilà une idée de cadeau. Disait le banquier. Non, l'ami Jean-Luc, Noël, c'est pas maintenant.
Non, pas d'idée de cadeau. Bon, non, pas tout de suite, parce que Noël, c'est plus tard. C'est plus tard. Parce que vous me demandez toujours un cadeau pour Noël toute l'année. Maintenant, Noël, c'est que les enfants, on attend que le Papa Noël y passe. Non, mais 400 000 € quand même. Allez, je vais continuer de rêver en la regardant ou de me l'acheter en modèle majorette. C'est bien aussi. Et quant à nous, on continue, on parle auto avec vous dans quelques instants. 0826 300 300, toutes vos questions. Ou par mail, jeparticipe@sudradio.fr. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir en direct à partir du 3 septembre. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Pour conclure notre rendez-vous avant l'arrivée de Alain Marty et son équipe d'Invino, on vous accueille. Quelle auto choisir avec les conseils de l'ami Jean-Luc sur Sud Radio. Bonjour Amné. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour Amné. Vous allez bien? Ça va, impeccable, et vous? Magnifiquement bien, vous êtes où? Au Sable d'Olonne, en Vendée. Oh, j'adore. Vous avez du pot. Avec ce temps, en plus, c'est extraordinaire. Oui, J'ai découvert l'année dernière, c'était vraiment chouette. Bon, je réponds pas à votre question, ça vous apprendra. Non, moi je vais y répondre. Vous allez voir, j'y connais rien. Bonjour, on vous écoute alors. Écoutez, moi j'ai donc une série 3 GT qui est une auto magnifique. BMW. BMW. Oui, alors magnifique sur le style, matière à discussion. Chacun ses goûts, l'ami Jean-Luc. Alors, j'ai fait exprès. Effectivement, quand elle est sortie, je la trouvais horrible. Et en fait, en la regardant de plus en plus, je la trouve plutôt pas mal. Voilà, bam. Voilà. Bon. L'idée, en fait, c'est que c'est une voiture qui est au niveau des suspensions, elle va être typée confort, mais elle a des sièges de BM série 1 M Sport, quoi. Oui, c'est le paradoxe. Voilà, donc sur autoroute c'est bien, mais par contre sur national, sur les dodanes, c'est juste l'enfer, quoi. Alors. Donc. Il faut changer les sièges? Oui. C'est quoi la question du coup? La question, c'est que je voulais avoir une auto à peu près parce que BM, si j'ai bien compris, ça va être quand même assez rigide. Donc l'idée, j'hésitais entre la Jaguar XF ou la Jaguar XE. Sachant que c'est pas le même gabarit. Ouais, c'est pas le même gabarit, c'est pas forcément le même budget, c'est pas les mêmes motorisations non plus, parce que si vous voulez une XF, en gros, il y a du diesel ou du diesel, parce que 98% des modèles c'est vendu, ça a été du diesel, c'est un modèle plus ancien la XF. Bon, c'est une grosse voiture, elle fait presque 5 mètres de long quand même, et les motorisations essence qui existaient à l'époque, c'était des V8, il y avait un V8 Atmo qui faisait 385 chevaux, puis un modèle à compression à 510 chevaux, mais alors là votre budget carburant ça va juste ça va être épouvantable. Donc alors les diesels sur ces véhicules là c'est des moteurs PSA, voilà. C'est le 2 litres de HDI, c'est ça? Ouais, c'est le 2 litres 2, 190 chevaux. Bon, voilà. La présentation intérieure, en plus, moi, je trouve ça bof. Ça fait pas, c'est pas dans l'esprit Jaguar. D'accord. Alors que sur la XE qui arrive derrière, ils ont bien corrigé le tir. Bon, c'est une voiture qui est un peu plus compacte, 4,67 m, et surtout qui a évolué dans le bon sens. Alors, et en termes de châssis, parce que vous sortez d'une BMW, une XE, c'est pour moi à peu près équivalent à une série 3 en termes de châssis. C'est un châssis en plus aluminium qui est assez rigide. La voiture est pas trop lourde. Elle a alors pour le coup là, vous avez des motorisations. Vous pouvez avoir des moteurs essence. Il y a un 2 litres turbo en 200 ou 240 chevaux. Ça marche pas mal. Vous pouvez vous faire plaisir. Et puis l'intérieur est traité avec un peu plus dans l'esprit Jaguar pour moi. Voilà. Donc au niveau du confort. C'est une voiture confortable qui sera alors. C'est rigolo, vous ayez parlé juste des sièges avant, parce que c'est vraiment le point fondamental. La sellerie sur la XE est une sellerie extrêmement confortable. D'accord. C'est ce qui fera la différence. Je me souviens d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai essayé la voiture, on nous l'avait même fait essayer sur circuit. C'est pour vous dire qu'ils étaient sûrs de leur coup, parce que c'est rare que les constructeurs fassent monter les journalistes dans des voitures de série sur circuit. On l'avait essayé sur circuit et j'avais trouvé qu'elle était à la fois très efficace et à la fois très confortable. Donc c'est vraiment le tour de force de cette voiture, c'est ça. D'accord. Apprendre avec la boîte, ouais, c'est un très bon compromis. Apprendre avec la boîte automatique 8 rapports ZF. Comme ça, vous mariez à la fois l'efficacité et le confort. D'accord, ok. Voilà, donc
pour moi, il n'y a pas beaucoup d'hésitation entre les deux. En plus, une XF à trouver en occasion, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Alors, oui, c'est ce que et elles sont plus vieilles en plus. Elles ont, sont plus vieilles. Elles ont 4-5 ans, peut-être un budget équivalent, elles vont avoir 3-4 ans de plus. Ouais. C'est ça. Donc moi, je serais plus XE. D'accord. Ok. Bon, je vous tiens au courant et si je suis pas content, je vous la renvoie. Exactement. En même temps, vous nous l'envoyez, nous on la prend. Hein. Non, mais en plus. Alors après, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, il y a le 6 cylindres essence. Ouais. Il chante en plus. Vous pouvez l'acheter rien que pour le son. Ah, j'adore. Parce que moi, c'est une voiture qui ne sert que pour voyager en fait au quotidien. J'ai la MG ZS qui est super aussi. Ça c'est vrai. Je vais faire peut-être même pas 5-6 000 km à l'année avec quoi. Donc faites-vous plaisir. Prenez le 6 cylindres essence. Attendez. On fait ça? Et puis Laurence vous paiera la différence sur le budget carburant. Mais arrêtez de penser que je suis riche. Je suis riche de mes valeurs humaines, de ma gentillesse, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et c'est tout. On vous embrasse fort. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée, bon été à vous. Allez, on va conclure avec les petites brèves de la semaine. L'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto. Et les recettes des radars qui sont en hausse selon la Cour des comptes. Ça me fait tousser, les recettes des radars. C'est une progression de 20% l'an dernier par rapport à 2020 pour un total de 809 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est bien moins qu'avant la crise du Covid-19 où ce chiffre dépassait chaque année le milliard d'euros. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est en dessous des prévisions de l'État. Ça signifie que le comportement des automobilistes a réellement changé, contrairement à ce que la sécurité routière essaye de nous faire croire. On apprend également dans le rapport de la Cour des comptes que seulement 51% des recettes des amendes de la circulation sont utilisées, je cite, au profit d'actions liées à la sécurité routière. Très bien. Le nombre de points de recharge, le nombre de points de recharge dépasse le cap du million en France. Ouais, c'est Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, qui nous donne ce chiffre. Il s'agit en fait du nombre de points de charge publics ou privés pour les véhicules électriques installés en France. C'est près du double par rapport à décembre 2020. Plus de la moitié se trouve aujourd'hui chez les particuliers, 43% en entreprise et seulement 6% en voirie sur l'espace public. Même si 89% des utilisateurs effectuent leur recharge principale à domicile, il faudra absolument développer les infrastructures de recharge rapide sur le réseau routier français si on ne veut pas stopper l'essor de véhicules électriques dans l'Hexagone. Bonnes vacances, l'ami Jean-Luc. Oui, et on continuera à en parler. Normalement, retour le 3 septembre. Cool. Peut-être avec une surprise. Et moi, j'étais ravie de faire cette année avec vous. Moi aussi, Vous m'avez coûté cher, mais je reviens l'année prochaine, c'est promis. Merci à Bastien d'avoir été notre super réalisateur, ami, collègue, magnifique et talentueux sur cette émission, comme sur toutes celles dont il s'occupe le week-end. Bon été! Bonne balade en Italie. Moi aussi, maintenant, je balance. Allez, bon été à tous. Soyez prudents sur les routes, vous qui partez en vacances aujourd'hui. On tient à vous. On vous retrouve très vite. Tout de suite, c'est Alain Marty et Invino. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.